J'invite Madame Sandy Poiré, présidente de CFA Montréal, à vous adresser quelques mots. Madame Poiré, la parole est à vous. Bonjour et merci à toutes et à tous d'être présents ce midi pour cette nouvelle édition de notre événement Cap sur la réussite des examens CFA. Je tiens tout d'abord à remercier la CDPQ pour leur soutien continu et leur générosité en tant que commanditaire. J'aimerais aussi souligner la collaboration de CFA Québec pour cet événement. Et finalement, un gros merci à nos panélistes et modérateurs pour votre temps et vos conseils aujourd'hui. Bravo à tous les candidates et candidats pour votre travail exceptionnel et pour prendre le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Votre engagement, votre dévouement et votre persévérance sont vraiment admirables. Sachez que le CFA Institute et CFA Montréal sont là pour vous soutenir tout au long de votre parcours. D'ailleurs, le CFA Institute a fait évaluer le programme CFA depuis mars 2023. Evolve comporte maintenant 6 améliorations, dont un meilleur alignement sur les 300 heures d'études. J'aimerais aussi vous faire prendre connaissance de plusieurs bourses qui sont disponibles via le CFA Institute, dont 2 qui s'appellent Access Scholarship et Women's Scholarship. Il y a aussi le programme de bourse de CFA Montréal qui vient tout juste d'être lancé. Regardez vos courriels pour en apprendre davantage. Vous avez jusqu'au 1er mars pour nous envoyer votre dossier sur notre site Web. Finalement, on aimerait vous inviter à la journée découverte Carrière en finance qui aura lieu le 20 mars prochain pour participer à des tables rondes avec des professionnels en investissement. Un événement à ne pas manquer pour découvrir les différents profils de finance. Tous les liens pour vous inscrire ainsi que l'information sur Evolve et les programmes de bourse vous seront fournis dans le chat. J'aimerais maintenant vous présenter notre modératrice, Urmi Hussain, CFA, associée en investissement chez RBC Dominion Valeurs Mobilières. Urmi is really involved in the CFA community and likes to participate in educating candidates and young women in finance by sharing her experience. Thank you, Urmi, for your time today. The floor is yours. Merci, Sandy. Et bonjour à tous. Et merci d'être présent ici. Je m'appelle Urmi et je serai la modératrice de cet événement Cap sur la réussite des examens CFA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter nos 4 panélistes partager leurs expériences avec le programme de CFA. Ils sont Samuel Dubois CFA, William Gosselin CFA, Jeanne Euli CFA, Osama Ilyas Zakiat CFA. Nous aurons une discussion de 45 minutes suivie d'une période de questions où les participants pourront poser leurs questions pour en savoir plus. Vous pouvez écrire les questions dans la fonctionnalité chat. L'événement se déroulera en français et en anglais, donc vous pouvez poser les questions dans la langue de votre choix. Avant que nous commencions, je voudrais partager mon expérience avec le CFA. J'ai obtenu mon titre en avril 2023. Et pour moi, recevoir le titre de CFA, c'était une expérience surréaliste, pleine de sacrifices, mais très enrichissante. Elle m'a donné l'opportunité de m'améliorer de niveau professionnel et personnel. Et elle m'a aussi ouvert la porte à de nouvelles choses. Même si c'était fatigant, je suis contente d'avoir pris ce chemin. La seule chose que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est que si vous décidez jamais d'entreprendre ce chemin, le clé du succès est la discipline. Maintenant, j'aimerais inviter chaque panéliste à se présenter en commençant avec Samuel Dubois. Bonjour tout le monde, Samuel Dubois, je travaille chez Top Issues en tant qu'analyste senior en Corporate Development /M&A. Merci Samuel. Puis William Gosselin. Bonjour tout le monde, William Gosselin, je suis directeur en évaluation d'entreprise chez KPMG, puis un fier détenteur du titre CFA depuis septembre 2022. Merci William. Joanne Euli. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jeanne Euli, je suis gestionnaire associée de clients institutionnels chez Fiera Capital. Donc j'accompagne les clients institutionnels, notamment les fonds de pension,
dans la gestion de leur portefeuille multi-actifs ou spécialisé. Puis j'ai obtenu mon titre de CFA en août 2022. Merci, Jeanne. Et puis, Osama Ilyas Zakiat. Salut tout le monde, vous pouvez m'appeler Ilias. Donc, je suis détenteur du titre CFA depuis fin 2022. Je suis également gestionnaire de portefeuille à Banque Nationale d'Investissement dans l'équipe de gestion indicielle et systématique, et ce depuis quasiment 3 ans. Je suis également enseignant du cours Finance contemporaine à McGill et aussi membre du comité FinTech de CFA Montréal. Merci, Osama. Donc, on va commencer avec la discussion et j'aimerais que chaque panéliste partage son parcours avec le programme CFA. Donc, on va commencer avec William. Moi, j'ai commencé mon parcours CFA à la fin de mon bac en finance à l'Université Laval. Puis, dans le cadre de notre bac, on avait un cours de préparation au CFA. Donc, ça a été facile, pas facile, mais plus facile, disons, de le faire suivant le bac en finance. Donc, j'ai réalisé le premier examen. Ensuite, comme tout le monde, la pandémie est arrivée, puis on a eu un peu de chamboulement autour des examens. Mais ensuite, j'ai réussi à compléter l'examen 2 et le 3, heureusement. Puis niveau parcours, ça a été une super belle expérience. Je pense que c'était un défi professionnel et personnel que j'avais. Donc, ça m'a permis de voir jusqu'où j'étais prêt à aller, puis de voir jusqu'où ma détermination pouvait se rendre. Donc, c'est un peu ça l'histoire de mon parcours. Puis j'aurai la chance de vous l'expliquer un peu davantage dans les questions qui suivront. Merci, William. Samuel, est-ce que tu peux partager ton parcours? Oui, aucun problème. J'ai réussi mon premier examen en mai 2019, donc juste quelques semaines après avoir gradué de mon baccalauréat. Puis, comme William l'a dit, il y a eu la COVID, donc j'ai fait mon deuxième examen en mai 2021 après 2 reports de la COVID. Puis finalement, je suis titulaire du CFA depuis mai 2022, après avoir fini le 3e examen. Puis, j'ai gradué avec un major en finance de l'Université McGill. Puis, j'ai travaillé en évaluation pendant 3 ans après avoir gradué. Donc, tout ce qui a trait à l'évaluation des compagnies privées avec une structure de capital complexe. Puis, mon parcours de CFA m'a vraiment aidé dans mon travail parce que je pouvais appliquer tout ce que j'avais appris dans le parcours à ma job de tous les jours. Puis, maintenant, je travaille en M&A chez Top Aces, donc tout ce qui a rapport avec la croissance de la compagnie, donc asset allocation, la gestion des risques et le pricing de nos plus beaux contrats. Merci, Samuel. Joanne? Merci, Hermie. Donc, moi, j'ai commencé en fait en 2017, donc tout de suite après avoir fini mon bac en finance et analytique d'affaires. J'ai trouvé que c'était vraiment mieux de commencer juste après pour garder un petit peu le momentum des études. C'est sûr que le défi, ça a été de travailler à temps plein pendant mon parcours. Et puis moi, mon parcours n'a pas forcément été linéaire. Donc, pour ma part, j'ai échoué le 2e examen la première fois que je l'ai passé. C'est sûr que ça a été dur de retrouver le goût d'étudier, mais j'ai pas lâché. Et puis, ce qui m'a aidé en fait pour continuer mon parcours, c'est surtout d'être bien entourée, notamment par mes amis, ma famille, mon conjoint. Puis aussi, j'avais une amie avec qui j'étudiais qui m'a vraiment aidée lorsque j'ai échoué à pas abandonner, à reprendre confiance. Puis on a continué à travailler. Puis j'ai finalement continué et fini les examens. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose que je pourrais vous partager. Je pense que c'est important d'être très bien entouré. Puis ensuite, on aura le temps d'en parler un petit peu après, mais c'est important d'essayer de trouver la bonne formule en fait qui nous correspond en matière d'études. Pour certaines personnes, ça va être d'étudier le soir, d'autres le matin. Ce qui compte, c'est vraiment de trouver une routine qui fit dans l'emploi du temps qu'on a. Merci, Jeanne. Et Ilias, est-ce que tu peux partager ton parcours aussi? Oui, bien sûr. Donc, mon expérience a commencé en fin 2017 quand je me suis inscrit pour la première fois à passer le niveau 1. Je dirais que c'était un beau challenge au départ parce que je ne parlais pas couramment anglais et donc c'était en fait une épreuve pour moi. Je dirais que c'est faisable. Donc déjà pour commencer, je dirais à tout le monde que c'est faisable. Pour le 2e niveau, il était un tout petit peu plus challengeant puisque j'étais basé à Hong Kong, puis il a été reporté plusieurs fois avant même la Covid. Il a été reporté à cause des manifestations, ce qui fait qu'il a été tellement reporté 2 fois que je l'ai échoué la première fois avant de le reprendre.
Puis pour l'examen 3, c'était en mi-2022, puis ça a été un succès. C'était même l'année de mon obtention du titre. Donc je dirais que le parcours CFA, honnêtement, il a été très enrichissant, non seulement sur le côté académique, où j'étais amené à assimiler ou apprendre beaucoup de concepts dans le domaine. C'était la plupart des concepts que j'ai déjà vus durant le parcours académique, mais je dirais c'est aussi la crédibilité qui ramène au sein de la communauté financière, au sein de la profession, puis notamment auprès du régulateur. Dans mon cas, par exemple, il m'a aidé beaucoup pour obtenir des exemptions en termes d'exigence d'inscription en tant que gestionnaire de portefeuille, par exemple, auprès de l'AMF. Donc, c'est vraiment un atout majeur là dans mon profil personnellement. Puis, je suis très content d'être assis aujourd'hui pour pouvoir partager mon expérience et j'espère que ça vous serait enrichissant. Merci, Elias. Et avant qu'on commence, je voudrais rappeler à tout le monde ici que l'événement sera en anglais et en français. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fonctionnalité chat. Donc, dans cette première partie de la discussion, je voudrais me concentrer niveau. Comme avez-vous ajusté vos méthodes d'études selon chacun d'entre eux? On va commencer avec Samuel. Oui, on entend souvent le fameux 300 heures de préparation pour chaque examen. Puis, personnellement, j'ai probablement été au-dessus de ça pour les 3. Moi, j'apprends quand j'écris, donc j'ai vraiment fait des résumés de tous les livres dans un cahier. Mais dépendamment du style d'études, certaines personnes peuvent se contenter de moins ou de plus. Il faut vraiment juste se connaître et connaître sa méthode d'études qui est la meilleure. Puis, plus les examens avancent, puis plus la compréhension est importante. Le premier examen est pas mal juste du par cœur. Le deuxième est plus axé sur l'application des acquis. Et le troisième est vraiment axé sur les liens entre les différents chapitres et concepts. Fait qu'après le premier examen, l'important de pratiquer l'exercice est de plus en plus primordial parce qu'il faut appliquer ce qu'on a appris. Donc, lire une formule ou un concept, c'est une chose, mais pour réussir à résoudre des problèmes, il faut vraiment avoir pratiqué et appliqué ces formules-là, non seulement l'avoir lu. Merci, Samuel. Elias, est-ce que tu peux ajouter quelque chose aussi? Commandé par le CFA Institute. Je dirais, donc, je pense que je dois me répéter, que le premier niveau à 300 heures recommandées par le CFA Institute. Et la raison, c'est que j'étais moins à l'aise à étudier en anglais. Et je dirais que le vocabulaire financier, c'est une langue en soi. Puis il faut pas avoir peur de prendre l'expérience, même si on est moins courant en anglais. Je dirais également que donc c'est ça nécessitait plus de heures. Par contre, pour le niveau 2 et le niveau 3, puisque j'avais déjà étudié en anglais, puis mon expérience j'étais déjà dans un pays où je parlais anglais tous les jours, donc c'était plus à l'aise, puis ça nécessitait moins que les 300 heures recommandées. Non, c'est faisable. C'est faisable. Par contre, il faut être discipliné, puis il faut faire beaucoup d'efforts dans, par exemple, la lecture les lectures qui sont là, ainsi que les mock exams, les différents outils qui sont à notre disposition, fournis par le CFA Institute, ou bien, par exemple, aller chercher des matériaux de préparation de parties externes. Merci, Elias. Jeanne, est-ce que tu peux aussi partager ta méthode d'étude? Oui, je pense que comme disait Elias, c'est important d'avoir, en fait, d'aller chercher un peu du matériel supplémentaire, je dirais. Moi, je l'ai surtout réalisé au niveau 3 parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément... En fait, le CFA Institute donne une bonne base de questions. Il faut absolument l'utiliser, les faire. Mais je trouve que pour être vraiment confiant pour l'examen, il manque peut-être un petit peu de contenu, de mock exam notamment, surtout pour le niveau 3 où c'est une méthode un petit peu différente. Pour ceux qui le passent, où il faut répondre à des questions. Puis ça demande une préparation un petit peu plus importante. Ça demande de savoir comment répondre à la question, dans quel format, mais aussi en plus de connaître la réponse en fait. Merci, Jeanne. Et William, est-ce que tu peux aussi partager ta méthode d'étude?
Oui, merci, Rumi. Je commencerai pour faire du pouce sur ce que Jeanne a dit, puis Samuel. Je pense que l'important, c'est de savoir ce qui fonctionne avec nous. Puis c'est un peu la beauté du CFA, c'est que oui, on apprend la finance, mais on apprend à se connaître un peu à travers le processus, autant de nos méthodes d'apprentissage, de quelle façon on fonctionne. Puis, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si vous êtes plus des gens qui sont visuels, ben peut-être ça serait d'y aller avec la formule de vidéo. Si pour vous, c'est la lecture qui va mieux, ben ça serait de lire les chapitres et lire tous les livres du CFA, par exemple. Puis il y a même de mes amis, c'est pas moi qui faisais ça, mais qui écoutaient avec ses écouteurs à chaque soir des gens qui parlaient du CFA. Donc, ça peut être cette façon-là que ça fonctionne. Pour moi, en spécifique, c'était vraiment la lecture des chapitres et faire de la pratique, pratique, pratique. Je pense que vous l'avez déjà entendu probablement, puis je pense que c'est dans les conseils du CFA, mais vous ne pouvez jamais trop pratiquer. Puis, ça me fait penser à une chose que quand j'étais jeune, on me disait, quand je faisais beaucoup de sport, c'est tu joues comme tu pratiques. Donc, si tu joues comme tu pratiques, le mieux tu pratiques, le mieux tu vas jouer. Donc, c'est un peu ça avec le CFA. Puis, je continuerai en disant que sur la méthode d'apprendre, c'est une chose, mais la méthode de quand on étudie ou quand on travaille dans la journée, comme Jeanne le disait, c'est un autre aspect de l'étude CFA. On sait que c'est beaucoup d'heures, donc c'est important d'avoir la discipline de bien diviser ça dans votre horaire qui est probablement déjà chargé, que ce soit avec l'école ou le travail. Donc, pour moi, ma méthode, c'était de le faire le matin. Parce que la journée de travail, les choses vont vite, puis après ça, il est vite 7 heures le soir, puis on n'a pas avancé comme on voulait dans le CFA. Donc, moi, c'était le mieux pour moi, c'était de le faire le matin. Donc, comme ça, je m'assurais de faire, exemple, 2 ou 3 heures de CFA avant même que ma journée de travail commence. Puis, j'avais l'impression de commencer ma journée avant tout le monde, puis d'avoir déjà un petit coup dans ma journée là, pour bien commencer. Donc, j'étudiais peut-être 3 matins semaine, disons de 5 heures le matin à 8 heures le matin. À chacun sa formule. Là. Puis, une journée par fin de semaine complète. Donc, ça me faisait un 15 à 20 heures par semaine. Puis avec ça, ça fonctionnait bien pour moi. Puis je me laissais toujours une journée par fin de semaine pour pouvoir décrocher autant du travail que de l'étude puis avoir un peu de plaisir parce que ça reste que c'est une charge de travail importante avec le travail. Donc, c'est un peu de mon parcours. Merci, William. Donc, une façon de réussir l'examen est une bonne préparation. Donc, parlez-nous de l'utilisation du matériel de préparation. Quel outil et fournisseur avez-vous utilisé pour étudier et pourquoi? Et combien de mock exams avez-vous fait? Quels sont vos commentaires concernant l'utilisation du matériel du CFA Institute? Donc, j'aimerais savoir, Je peux prendre cette question? Il y a... Là, tu peux y aller, Elias. OK. Donc, parce que j'ai remis à l'image, j'ai remis à Freeze, mais je dirais que dans mon cas, je n'ai pas utilisé de fournisseur externe de matériel de préparation des examens. Donc, j'ai vraiment utilisé le matériel curriculum officiel fourni par le CFA Institute. Bon, je comprends qu'il est vraiment dense, des fois redondant, mais il faut juste savoir comment le naviguer. Donc, un conseil concret, ça serait de bien comprendre les objectifs d'apprentissage qui sont listés au début de chaque lecture. Donc, non pas seulement les lire ou les comprendre, c'est vraiment comprendre ce dont on a, ce que le CFA Institute veut qu'on comprenne et sur quoi nous allons être évalués. Ce qu'il veut qu'on soit capable de décrire ou de comparer un concept. Ce qu'il veut qu'on soit capable de calculer ou d'interpréter une métrique. Donc, tout ça, c'est des choses qui, durant la lecture, par exemple, de la lecture, vont nous permettre d'identifier les choses qui sont essentielles et les autres qui sont redondantes. Après, pour les mock exams, c'est vraiment quelque chose que j'ai utilisé beaucoup dans mon premier niveau. C'était quelque chose aussi que j'ai regretté ne pas faire au niveau 3 où il fallait plus pratiquer la gestion de temps et aussi de comment répondre aux questions à développement. Donc, j'avais pas eu la chance d'en faire, puis c'est quelque chose que je regrettais, donc je le recommande vivement. Et dernièrement, je souligne aussi l'importance remarquable de la banque de questions, un outil que j'ai utilisé énormément. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je répondais aux questions à la fin de chaque lecture. Et donc quand je dis lecture, à chaque chapitre, désolé. Et donc non pas des lectures, mais c'est vraiment un chapitre. Donc c'est comme equity ou fixed income. C'est après avoir lu toutes les lectures qui sont dans ce chapitre-là, c'est là que je commence à faire les questions. Puis une semaine ou deux avant l'examen, je revois
toutes les questions, ce que moi, dans ma tête, je considérais comme étant une pratique de mock exam, mais je veux juste m'assurer à séparer entre les deux. Les questions, c'est pas des mock exams. Les mock exams, ils se font dans une situation comme si tu étais en examen. Donc, c'est vraiment un outil à leverage ou à utiliser dans sa préparation pour une meilleure préparation. Merci à Ilias. Je m'excuse, je pense qu'il a des problèmes techniques. Ça peut arriver, donc je m'excuse. Est-ce que je peux demander à Jeanne de partager aussi à propos de ça? Oui, bien sûr. J'ai déjà un petit peu partagé à propos de ça, mais je rajouterais juste que, en fait, moi, pour les 2 premiers examens, j'avais pas nécessairement utilisé non plus de provider externe. Mais pour le 3e, j'ai utilisé la plateforme de Mark Meldrum et j'ai trouvé ça vraiment en fait très très bien pour aider notamment à revoir les concepts, mais aussi à organiser mon étude parce que ça me donnait un petit peu plus d'idées comme des objectifs à faire à chaque semaine en termes d'études. Puis j'ai trouvé aussi que, encore une fois, les questions du CFA sur la plateforme sont vraiment importantes, les mock exams aussi, mais je trouve que c'est un petit peu juste pour être prête pour l'examen, en tout cas dans mon cas, pour me sentir vraiment confiante que j'allais passer l'examen. Il me fallait un petit peu plus de pratique, donc j'ai vraiment aimé faire des mock exams en plus. C'est ça, pour être plus prête à l'examen. Merci, Jeanne. William, est-ce que tu veux partager aussi qu'est-ce que tu as fait? Oui, moi je voulais parler de Schweizer, qui est un fournisseur que j'ai utilisé pour la préparation des examens CFA. Je l'ai utilisé pour les 3 examens, puis ça m'a vraiment aidé. Bien que j'ai utilisé quand même les ressources du CFA Institute, j'aimais ça avoir deux ressources pour m'aider dans ça. Parce qu'on a bien beau dire que la discipline est importante, mais la préparation l'est, puis la structure de l'étude. Puis moi, c'est quelque chose que je trouvais qui manquait légèrement un peu avec le CFA Institute, que je suis allé chercher avec Schweizer. Ça donnait une certaine colonne vertébrale à mon étude, avec vraiment des milestones. À chaque semaine, tu dois faire tant d'heures, tant de chapitres, tant d'exercices, ainsi de suite. Pour moi, ça fonctionnait bien. Ça peut être une autre méthode pour d'autres participants, mais je pense que ça amène quand même une certaine structure à l'étude, qui facilite d'y aller étape par étape. Ça fait que c'est plus motivant aussi parce qu'on voit notre avancement, puis OK, j'ai atteint tel objectif, j'ai fait tel chapitre, puis là, on voit que ça avance dans la bonne direction. Donc, ça fonctionnait bien. Mais c'est que ça donne aussi, comme Jeanne disait, accès à d'autres Q-Banks, des questions, d'autres mock exams, d'autres ressources. Puis je pense que quand on dit pratique, utiliser plusieurs ressources, ça peut faciliter aussi le processus d'étude. Donc, ça a été ça mon expérience. Merci, William. Et Samuel, est-ce que tu veux aussi partager ta préparation? Oui, en fait, moi, comme William, j'ai utilisé Schweizer, donc je ne vais pas en parler trop. Mais si j'avais un truc à donner, c'est vraiment que peu importe quel fournisseur ou third-party provider vous choisissez, faites toutes les problèmes du CFA au complet parce que ça va être eux qui vont le plus ressembler à l'examen. Faites aussi tous les mock exams avec un chronomètre plus vers la fin pour vous pratiquer. Puis donnez-vous aussi une marge de manœuvre pour le stress qui va arriver quand vous êtes assis à l'examen. Ça va pas être exactement comme dans les pratiques chez vous. Faut que vous ayez une petite marge de manœuvre aussi. Merci, Samuel. Donc, de nombreux candidats qui se préparent aux examens sont des employés à temps plein et il est parfois difficile d'étudier tout en travaillant. Donc, j'aimerais savoir à quoi ressemblait votre journée pendant que vous travaillez à temps plein et étudiez. Comment avez-vous organisé votre planning en journée, en fin de semaine et à quel moment doit-on commencer à faire des examens pratiques? Jean, donc je vais demander à Jean. Oui, merci Urmi. Donc en fait pour moi au début j'ai pas trouvé la bonne formule tout de suite. En fait au début j'étudiais plutôt le soir après la journée de travail en me laissant une pause bien sûr pour faire du sport ou juste marcher, etc. Puis je me suis rendu compte finalement que, comme William, c'était mieux d'étudier le matin parce qu'on a l'esprit beaucoup plus clair. C'est plus facile de faire les exercices, de retenir l'information. Donc, pour moi, c'était vraiment plus efficace. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans sa routine. Puis c'est pas forcément, on va pas forcément trouver la bonne formule tout de suite. Donc, c'est sûr qu'il faut faire un petit peu d'essai à erreur. Puis comme tu disais, Urbi, le programme CFA, c'est un parcours qui est enrichissant, puis on apprend aussi à se connaître, on apprend à connaître comment
comment organiser son temps, comment on fonctionne mieux, parce que c'est vraiment beaucoup une charge de travail très importante. Donc, je pense que je dirais c'est ça qui est important. Puis aussi, à travers tout ça, il faut quand même essayer de se donner des pauses, en fait. Faut pas non plus se brûler tout de suite parce que moi, je pense que c'est quand même un petit peu comme un marathon. C'est sur la durée qu'il faut s'entraîner, faire des questions. Donc, on peut pas arriver à l'examen complètement brûlé. C'est important aussi de se donner des pauses. Merci, Jeanne. Elias, est-ce que tu peux aussi partager Oui. ta journée? Oui, je dirais que c'est vraiment un réel défi de étudier pour le CFA tout en travaillant. Donc, personnellement, je conseille vivement de communiquer avec votre gestionnaire ou avec votre employeur pour s'organiser et vous permettre de prendre des vacances juste avant l'examen ou avant tout court pour pouvoir se préparer. Et c'est vraiment, dans mon cas, la clé de ma réussite, c'est que, bon, pour être honnête, je me prenais un tout petit peu en retard et donc il me fallait des journées où je me consacre à temps plein pour étudier. Donc, sinon, mais des journées de travail, à quoi ça ressemblait, c'était toujours m'efforcer à lire. Donc, comme j'avais expliqué dans ma réponse tout à l'heure, c'est que je lisais les lectures du programme officiel du CFA. Donc, il y avait beaucoup de lectures et il fallait s'immerser un peu dans cette expérience d'apprentissage tous les jours. Moi, j'avais pas, contrairement par exemple à William, moi j'avais pas de journée off la semaine. Au contraire, les week-ends et les journées off, c'était des journées dédiées à la lecture où je devais absolument quitter la maison dès le matin tôt. Je partais tout le temps dans une bibliothèque publique ou universitaire, puis je commençais la journée à apprendre des lectures. Une petite astuce en fait qui fonctionnait dans mon cas, c'est de prendre des petites pauses après une lecture, de concentrer de par exemple 30, 45 ou voire même 1 heure. Puis j'arrivais par jour d'études à temps plein de faire 100 de pages, ce qui était suffisant pour que je puisse avancer et finir, disons, le programme en 2 mois. Donc, le sweet spot, personnellement, c'est de commencer 2 mois, 3 mois au plus, parce que si on commence plus tôt, on risque d'avoir de se surcharger. Si on commence trop tard, peut-être c'est juste du stress excessif. Donc, vraiment, de juste être discipliné, puis de commencer à temps avant le jour J. Merci, Elias. Donc, il faut être discipliné. Samuel, est-ce que tu veux aussi partager ta journée? Oui, je vous ai travaillé à temps plein et à temps partiel. C'est une réalité que vous avez tous vécu un moment ou un autre dans votre parcours. J'ai trouvé pour moi que le moment parfait pour étudier, c'est le soir en venant du gym. C'est important pour moi de bouger et de rester actif, même si ça veut dire de manquer certaines activités sociales que j'allais pas pouvoir aller. Puis, j'essaie un peu d'en faire chaque jour, tranquillement, mais sûrement, comme ça, tu vois que ça avance. Même si on fait 90 minutes par jour, tranquillement, tu vas avancer sans t'en rendre compte vraiment. Puis je trouvais qu'il n'y avait rien de pire que de savoir que mon dimanche au complet allait être passé à étudier. Puis, selon moi, c'est quelque chose qui peut te faire prendre du retard parce que si tu concentres dans ton étude dans une journée, puis il arrive n'importe quoi, ben, c'est vraiment comme ça que tu vas te mettre du retard puis ça va s'accumuler assez vite. Merci, Samuel. And last but not least, William, est-ce que tu peux aussi partager ta journée? Oui, bien, pour pas nécessairement renchérir sur des choses qui ont déjà été dites, mais je pense que c'est important d'avoir une discussion avec les personnes avec qui vous travaillez puis que ce soit clair que vous êtes dans le processus de faire votre CFA. Je pense que la plupart des employeurs dans le domaine de la finance prennent la carrière des employés à cœur. Donc, si vous investissez dans un défi professionnel comme celui-là, vos employeurs devraient être dans le même sens que vous. Puis je pense que c'est important pour eux de comprendre que si vous ne le réussissez pas non plus, c'est du temps de plus que vous allez passer à étudier que de le réussir une première fois, bien que facile à dire, plus qu'à faire. Donc ça, c'est la première partie. Puis encore là, je réitère le fait avec Jeanne, mais c'est d'essayer de trouver une façon de prioriser un peu l'étude à travers le travail. C'est un peu dur à faire, mais moi, ma façon, c'était de le faire le matin. Donc, tu t'assures que dès le début de la journée, tu attaques ton CFA, puis ensuite, tu fais le travail. Donc, ça fonctionnait pour moi. Puis, je pense qu'il y avait une composante de la question aussi qui touchait aux examens pratiques. Combien de temps avant on peut commencer à faire ça?
Je dirais que c'est un peu comme l'étude CFA, on saute dans le vide un peu. C'est la même chose avec les examens pratiques. Je ne sais pas s'il y a une journée où on se sent totalement prêt, mais je pense que c'est important de se lancer à un moment donné. Puis moi, je pense que c'est minimalement, je dirais, un mois avant peut-être la date de l'examen. Puis ça vous permet de vraiment cibler, est-ce qu'il y a des matières qui ont plus de difficultés? Comment j'ai trouvé ça en mode examen de le faire? Même si vous n'êtes pas 100% prêt, vous allez quand même avoir une idée de où vous vous situez. Puis par rapport à l'examen, là, je vous dirais, ça peut paraître niaiseux, mais pratiquez l'examen exactement dans les mêmes conditions que vous allez être à l'examen. Donc, si votre examen est à 7h30 le matin, faites votre pratique à 7h30 le matin. Parce que, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais si, exemple, vous prenez toujours un café, vous allez toujours à la salle de bain à une telle heure, mais ça risque d'arriver le jour de l'examen. Là. Donc, soyez prêts, puis laissez rien au hasard. Vous mettez tellement d'heures dans cet examen-là, on parle de 300 heures. Alors, pourquoi ne pas se mettre dans les meilleures conditions lors de l'examen pratique? Merci, William. Now we will move to the ethics section. So ethics is a section that is often new in terms of content and it's not that straightforward. What was your strategy to study ethics? And I would like to ask Samuel. Yeah, I have 3 words: practice, practice, practice. Understanding the concepts and the logic behind it is easy, but interpreting the material and recognizing specific situation is really what's the hardest. You can get enough practice, so focus most of your attention on it if you can. Jean, can you add your strategy to study ethics? So I agree. Practice is very important. One thing I done as well is just to print the code of ethics, and I place it in front of my desk just to be able to memorize it. And also, I will also highlight that when you practice, you need to carefully read the statement before answering the question, and especially paying attention to how the question is written, because it's really important to be able to identify the reference standards that are in the question and think about it as an investigation. You need to find a clue, and that might help you to find the correct answer. Thank you, Jean. And William, how did you study for ethics? I think it's pretty similar to Jean and Samuel, but what I would add is that the CFA is not trying to trick us, I think, in most part. So in ethics, it's mostly white or black, even though it doesn't seem like it. So if you practice, it's going to become more white or more black as you go through the exercise. I think you need to read carefully, as Jean explained, and just by practice you'll get through it. But that's the only way I've attacked ethics. Thank you, William. And Elias, how did you study for ethics? So it's true that ethics is a bit challenging because the questions are situational and less straightforward. There is one recommendation or advice that I will give to the CFA Level 1 candidate especially, is that the readings of CFA are almost the same for the 3 levels. So if you are a CFA Level 1 candidate, take the chance to read entire material provided by the CFA Institute. And actually, what is ethics is just many situations that you need to remember. Actually, for the beauty of it is the scenarios are real life examples, and it's very easy to remember all of them by categorizing each scenarios in the corresponding code, for example, or standard. But yeah, if you do it very well in the first level, it will be easier for you for the next 2 levels to actually prepare more easily for the ethics chapter. Thank you, Elias. Maintenant, nous allons passer à la partie suivante de la discussion qui concerne la gestion du stress. Donc, c'est essentiel d'étudier, mais il faut quand même être capable de se reposer, manger bien et faire du sport. La santé mentale est vraiment importante pour être en mesure de bien apprendre et comprendre le matériel. Comment avez-vous géré votre stress tout au long des études et au moment de l'examen?
Donc, j'aimerais savoir, Samuel, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, bien sûr. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais pour moi, le sport, ça a été vraiment important, non seulement pour relaxer mon corps, mais aussi pour relaxer ma tête. C'est important de s'accorder du temps pour décrocher, de faire des activités qui t'apportent du bonheur. Tout est vraiment dans l'équilibre. Puis, c'est pas ça de seulement se concentrer sur son étude pendant des mois en abandonnant tout. Faut quand même que tu aies une certaine équilibre de vie et un balance. Merci, Samuel. William, est-ce que tu peux partager quelque chose aussi? Oui, je pense que une des bonnes façons de diminuer le stress, c'est bien sûr de faire les choses qui vous rendent heureux, que ce soit le sport ou autre chose. Mais c'est important d'avoir une horaire qui vous le permet, puis de cibler les moments dans votre semaine où vous allez être capable de faire ces genres d'activités-là. Puis peut-être qu'un truc par rapport à ça, ça serait d'éliminer toutes les activités ou votre temps dans la semaine qui n'est peut-être pas efficace, soit en lien avec votre travail, votre étude ou votre passion. Donc, si vous pouvez, par exemple, ne pas commute to work, puis prendre cette heure-là, puis la passer à faire le sport que vous aimez, par exemple, ça pourrait être une façon de gérer le stress pour moi, puis d'essayer d'éliminer les moments qui sont peut-être le moins productifs de votre semaine. Mais ça, c'est propre à chacun dans sa semaine sa semaine de travail ou d'études. Mais par rapport au stress aussi, pour moi, ça peut être un peu contre-intuitif, mais de plus en plus j'étudiais, de plus en plus j'étais confiant, puis de plus en plus mon stress diminuait. Donc, plutôt qu'avoir peur d'étudier, je me rapprochais de l'étude, puis ça m'aidait à diminuer mon stress. Donc, plus j'approchais de l'examen, le plus je me sentais bien, le plus j'étais sans stress, disons. Puis c'était comme ça que je fonctionnais. Donc, de la tête baissée à étudier, puis le stress diminuait en étudiant pour moi. Merci, William. Donc, gérer le stress, c'est encore plus important la veille de l'examen. Comment nous pouvons nous préparer mentalement et physiquement jusqu'au jour précédent l'examen? Jeanne, est-ce que tu peux partager quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait? Des conseils à partager? Oui, donc je vais peut-être plus parler de la veille de l'examen, parce qu'on a déjà pas mal parlé de la préparation. Mais je pense que si je dirais quelque chose, c'est vraiment important d'arriver détendu, puis bien reposé à l'examen. Pour certaines personnes, ça va être de faire du sport la veille, par exemple. Je pense que ça aide vraiment. On peut aussi aller au spa, faire quelque chose qui nous détende pour être sûr d'arriver en forme, parce que en fait, tout le travail que vous avez fait, ça va se calculer sur les 6 derniers mois de travail et non pas sur ce que vous regardez de la veille de l'examen. Donc, c'est plus important d'avoir les idées claires le jour de l'examen, d'arriver en forme. Merci, Jeanne. Et Ilias, est-ce que tu peux partager avec nous des conseils aussi? Oui, je dirais que pendant les préparatifs, il faut toujours se rappeler constamment en fait, que chaque sacrifice en vaut la peine. Et puis garder l'objectif devant qui est l'obtention de la certification. Et bien sûr, un point qui est très important, le parcours CFA, c'est avant l'obtention du CFA, ce qui inclut la préparation plutôt qu'après l'obtention du titre. Donc, ça, c'est pour le support mental. Sinon, moi, j'étais quelqu'un qui a annulé quasi toute activité sociale durant les préparatifs. C'est dur pour le mental. Je ne le conseille pas. Il faut avoir un certain équilibre de vie. Puis sinon, pour la dernière journée, il faut se dire que le meilleur cadeau qu'on peut se donner à soi-même pour le jour J, c'est le repos. Puis c'est ça, là, il faut être bien reposé pour la journée d'examen. Sinon, on part déjà mal si on manque de sommeil, par exemple, durant l'examen. Merci, Ilias. Now, my next question is, unfortunately, there is a really passing rate for the CFA exam. Each year, it's very difficult to succeed. How can we get back the motivation? How can we get back on track, especially for people who fail one of the levels? I would like to ask William. Merci, Yurmi. On my end, I've had the chance not to go through a failure of the exam. I know I'm a lucky one in some ways, but I think it's all about the process, and it's not just the finality of the exam. So you need to be proud of the whole thing. And for my friends that have been some tough times with the CFA,
you need to remember what you've learned and that you've learned a big part of it going forward. So if, let's say, you had 60% or 60 percentile, you'll still say more than halfway through. So you need to continue to push and go forward. Thank you, William. Jean, do you have anything to share? Yes, thank you, Omi. So I already share in French, but I fell at the first attempt, the level 2. And I think, it was very hard, to be honest, to go back to study, especially because of the pandemic. We had delay in exams. So I think I already shared that in French, but, in terms of motivation, I think it's very important to have close friends and family around. So they can help you to keep the motivation. And as Elias was saying, it's really important to keep in mind your goal and what you want to achieve, and remember the reason why you're doing that. So it will help you to bring back motivation and bring back confidence as well, which is very important also to be able to pass the exam and study all that time. Thank you, Jean. Now, my next question will be related to work-life balance. And one of the big challenges of writing the exam is to manage work-study relationship. What are some of the tricks that you put in place to be successful? And I would like to ask Samuel. Yeah. So scheduling is crucial when you have a lot on your plate. Make sure to track your progress effectively and to avoid falling behind too much on your study plan. With work, you never really know what can come up, and a surprise workload can really prevent you from studying for quite some time. So I would also suggest having clean-cut separation between work and studying. If work is always on your mind, you won't be able to efficiently study. And if you constantly worry about your exam, you won't be able to work effectively. So you really have to, when you stop working, you just keep it behind you and then you focus on studying and vice versa. Especially now, it's so easy to have your work computer open and answer email at any time of the day. So I would just say try to avoid that maybe in the last 2 months before the exam, or at least for the last month before the exam for sure. Thank you, Samuel. Elias, do you have anything that you would like to add? Yeah, so managing a work-study balance is certainly very challenging. I would say that it's very important to start the preparation with a plan. Okay, what and when to study certain topics, for example, when to do or when you expect to take the mock exams, for example. These are goals. They just need to be realistic. And then, of course, work toward the plan actually and the objective of actually, finishing all the, let's say, the preparation milestones. And of course, like William said, once you start completing chapter by chapter, then the confidence builds up. So what I can say also is very important to actually to talk with your manager and find some days off, even if it's at your own cost. It's worth the try, and it will help you a lot. And of course, in my case, for example, when I say realistic goals, in my case, I had to study, for example, to read between 10 to 20 pages in work days. In the weekends, they were fully dedicated to study. So, they were around 50 to 100 pages. Just try to quantify what is your goal and, work toward your plan, and it will be fine. Thank you, Elias. And one of the things I would like all to share, what are some of the lessons that you have learned along the way that you would like to tell the participants today? So I would like to ask William. Thanks for me. I think the first part of the question was regarding regrets. I wouldn't say I have any regrets regarding the CFA, but a funny one is that I would suggest taking a week off after the exam, not just before. It might be difficult in some cases, but you just feel like you've climbed the Mount Everest and you need to go back to work the following day. It's a bit tough on the mind, so that would be a suggestion for you. That's something I would change in my
in my CFA program. And one lesson I would say, and it would be, yeah, I think you're capable of more than you think. Like if you put your mind through something, you're gonna get it. In my case, that was it. It's all about the mindset. But in my head, it was you won't fail the exam. It's impossible. So since it was impossible in my mind, I went through the exam. I went through, and you need to. It's something similar to Jean said earlier, but you need to know why you're doing it. If you're doing it just for the charter, I think maybe it's the wrong place. You need to do it because you're putting some efforts into your knowledge of the finance world. So for me, that was it. And that was my way forward. Thank you. William, Samuel, do you have any regrets or any lessons that you have learned? Yeah, so in terms of regrets, I don't have any regrets. Yes, I had to choose which social events I attend and which one I did not attend. But I did not cut everything out of my life to study. So it was known in my social circle that I would probably not attend events in the final months. So my friends just stopped asking. But it was also known that it was only for a short period of time and that it would come back to normal after this really intense stretch of studying. So, opening your books for the first time can really seem intimidating, thinking about everything that's ahead, 3 exams, maybe thousands of hours of studying. But what helped me is that I accepted the study as any other necessary task that I should be doing, like eating, sleeping, drinking. I did not see it as something that needed to be done, but something that should be done and that had to be done. And the problem with finding an excuse is that you'll always find another one tomorrow and another one the day after. So once you start finding excuses, it just will never stop. And so, once you accept this, you're able to enjoy this, the exam and the studying. Thank you, Samuel. Et pour conclure cette partie de la discussion, comment décrirez-vous en un mot votre expérience avec le CFA? Donc, je vais commencer avec Jean. Oui, merci Yomi. Donc moi, c'était le mot que j'ai choisi, c'est enrichissante. Je trouve que c'est, comme j'ai expliqué, c'est une expérience en fait autant en tant que contenu qu'on apprend sur le domaine de la gestion de portefeuille, mais aussi enrichissante en tant que connaissance de soi-même, puis de ses capacités de gestion du stress, comment on s'organise, puis aussi au niveau de sa propre confiance en soi. Comme William disait, c'est vraiment important d'être confiant, d'arriver confiant aux examens. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris au long aussi de ce parcours. Donc voilà pour moi. Merci, Jean. Samuel? Oui, moi, le mot que j'ai choisi, c'est fierté. Je veux dire, l'aboutissement de ce parcours, c'est quelque chose que je suis fier à cause de toutes les heures que j'ai passées à étudier, de l'effort que j'ai mis, puis toutes les connaissances que j'ai accumulées tout au long de ce parcours. Merci, Samuel. Et pour toi, Ilias? Pour moi, je dirais persévérance. C'est vraiment un beau parcours qui m'a appris plusieurs choses dans la constance, sur la discipline, etc. Mais il y a aussi d'autres leçons, comme par exemple le fait d'accepter l'échec. J'ai moi aussi échoué une fois le niveau 2. Puis il faut dire que c'est pas une finalité, ça fait partie du processus, surtout dans un parcours où le pass rate est d'environ 30% pour chacun des examens. Donc je suis d'accord avec William. Faut se dire il ne faut pas concevoir l'échec avant d'aller à l'examen, puis durant les préparations. Mais une fois le résultat sort, si c'est un échec, c'est pas grave. Faut juste mettre plus d'efforts. Puis il faut pas se focaliser sur combien de temps ça va nous prendre ou combien d'efforts ça va prendre. Le plus important, c'est juste d'atteindre l'objectif final, qui est dans le cas actuel le fait d'obtenir le CFA, le CFA Charter. OK. Ben, je peux peut-être poursuivre. Pour moi, c'est force de caractère. Non, les 3 mots, c'est une blague. C'est détermination. Mais c'est que vous allez vous trouver à travers ça. C'est, comme je disais tout à l'heure, autant c'est la finance, autant c'est peut-être le plus gros défi que vous allez avoir fait de votre carrière. Donc, moi, ça m'a amené la détermination puis de comprendre que je suis capable d'atteindre ce genre d'objectif-là, bien qu'ambitieux.
Donc maintenant, en ayant réussi le CFA, je me sens à l'attaque pour presque n'importe quel défi, puis je me sens en pleine confiance de mes moyens. Merci à tous. Et maintenant, nous allons commencer avec la période des questions. Je vous invite à poser vos questions en utilisant la fonctionnalité chat, soit en anglais, soit en français, et nous ferons de notre possible, notre mieux pour répondre à toutes les questions. Donc, je vois beaucoup de questions dans les chats. Je vais lire la première question. Quels seraient vos conseils pour des gens ayant étudié en finance et qui prennent l'examen niveau 1 du CFA 8 ans après avoir gradué sans avoir travaillé dans le domaine de la finance après avoir gradué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre? Je peux répondre à ça rapidement. Je dirais que le niveau 1, il repasse un peu sur toute la base nécessaire pour pouvoir apprendre de nouveaux concepts. Donc, ça veut dire qu'on va revoir toutes les méthodes quantitatives, soi-disant les statistiques, les nécessaires en fait pour bien comprendre tout concept qui va venir après. Nous avons aussi l'économie, un peu de comptabilité. En fait, c'est ça la beauté du CFA, c'est que c'est un programme qui va recommencer à zéro, puis qui va commencer doucement. Quand on compare le niveau de complexité qu'on a au niveau 1 puis au niveau 3, on voit quand même qu'il y a une grosse différence, mais on n'aurait pas pu atteindre ce niveau de complexité sans avoir commencé quelque part, et bien sûr avec les concepts de base qu'on voit dans le CFA 1. Au contraire, il faut juste prendre le challenge, puis commencer à étudier, puis avoir assez de temps et assez de motivation. Donc, bien sûr, pourquoi on le fait? Est-ce que ça va améliorer ma carrière? Est-ce que c'est pour apprendre? Mais en tout cas, il faut avoir un objectif concret au-delà du fait juste d'obtenir le titre. Puis, ça va permettre, en fait, de garder la discipline ou bien la motivation tout au long du parcours. Merci, Ilias, pour ta réponse. La deuxième question, c'est à propos du niveau 2. Donc, trouvez-vous que le deuxième examen est le plus dur des trois? Samuel? C'est une question très, très subjective. Est-ce que le premier, deuxième, troisième est le plus dur? Je pense que les 4 ici ont 4 réponses différentes. Donc, je pense que l'important ici, c'est pas de savoir c'est lequel le plus difficile, c'est de savoir, de comprendre comment est l'examen, c'est quoi le focus de l'examen, puis comment vous allez réagir à ça. L'examen 2 est vraiment plus quantitatif, donc des longues formules, beaucoup de par cœur, puis appliquer les formules, comparé au troisième examen qui va être plus qualitatif, faire des liens entre différents concepts, entre différents chapitres. Il y a aussi beaucoup d'écriture. Donc, c'est vraiment de se connaître soi-même, on en a parlé un peu, puis de connaître ses faiblesses, ses forces et de travailler sur ses faiblesses. Donc, si tu sais que toi, les formules, c'est plus dur, mais t'es meilleur au niveau qualitatif, ben le 2, ça va être vraiment un plus gros focus. Tu vas essayer de mettre plus d'heures puis d'être plus préparé à ça. Merci, Samuel. And my third question is about the preparation of the CFL Level 3. The question is, please share your advices regarding the essay questions of Level 3. How one could know how much detail to provide. When I compare my responses with those provided by the CFA, examples, and end of the chapter questions, the length of the CFA responses are much longer than mine. Does anyone have an answer for this? Maybe I can take it, Omi. So to prep for the level 3, it's a bit different because you have the answer. You have to write the answer. So I would say you need to understand both the content, of course, but also how to the format and what are the expectations for you to answer the question. So that's really important, and you need to practice a lot on that. And you need to be strategic as well. You don't want to put too many words because it's going to take a long time to type them, actually. So you need to be very strategic the way you answer the questions. I will maybe add something to Jeanne here. Go ahead. For me, I did most of my answers in bullet point, and I was just focusing on the concept that I wanted to highlight in my answer. And I think you don't need to fear the long answer from the CF Institute. I think at the end of the day, the corrector of the exam are going to see if you control and you
you know the concept well. I don't think they're looking for a long answer. They're looking for the right answer. It might not seem like a good answer on my end, but that's the way I looked at it. And mostly bullet pointed concepts, I think would be good. Thank you, William. I'm also going to add something. I also used bullet points and I follow the command words. So if they tell you to list, you just list. If they tell you to describe, you just describe. You're not getting additional points for writing a lot. The concept is that they just want you to see if you know the concept without being too long. And sometimes the explanation that you see in the CFA Institute is just for you to understand the concept, but that's not how they want you to answer, because the problem with the CFA Level 3 exam is the time management. So you need to know really well how to manage your time. So don't waste your time answering and giving lengthy answers, because you're just losing time and you won't be able to finish the exam. Maintenant, la prochaine question, c'est à propos du niveau 2. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de différent dans votre préparation pour le niveau 2? Est-ce que j'ai quelqu'un qui voudrait répondre? Je peux répondre. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Je laisserai Samuel, puis j'ajouterai quelque chose à la fin. OK, parfait. Parfait, merci. Ça, je l'ai un peu mentionné, c'est vraiment plus quantitatif le deuxième examen. Donc, c'est de lire, mais c'est aussi beaucoup de pratiquer. C'est vraiment ça qui est le plus important. Souvent, ça m'arrivait, ça, que je vais lire une formule, je vais dire, ah oui, ça fait du sens. Puis après ça, quand tu vas l'appliquer, ben là, ça fait moins de sens que quand tu l'as juste lu. Donc, c'est vraiment pratique. C'est le plus important. Tu peux t'en sortir au niveau 1 à seulement lire. Puis ça, je parle pour moi, mais le 2, c'était vraiment d'appliquer la formule que je viens de lire dans plusieurs problèmes aussi. Ouais. J'ajouterais rapidement pour dire que le CFA numéro 2, donc personnellement, je peux dire le qualifier du plus exigeant. Il y a beaucoup de détails. Il faut connaître les détails. Il faut les comprendre de la manière que le CFA Institute veut qu'on les comprenne. Donc, oui, on sait tous calculer c'est quoi un Sharpe ratio parce qu'on l'a vu dans des cours à l'université, mais non, il faut voir comment le CFA nous dit de le calculer, comment il faut l'interpréter de la même manière que le CFA Institute veut que nous le fassions. Donc, c'est juste ça, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer des concepts qui peuvent paraître de base, mais au contraire, les revoir de la perspective de CFA Institute, qui est peut-être la perspective de la gestion de portefeuille, par exemple. Mais c'est très important de donner l'attention actually aux détails. Merci à Ilias. Ma prochaine question, c'est à propos de mock. Donc, quel mock vous avez trouvé plus utile et représentatif du vrai examen? Je ne sais pas s'il parle de mock pour le niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais vous pouvez partager à propos de niveau 1, niveau 2, niveau 3 si vous voulez. Je peux la prendre, Urmi, mais je pense que cette réponse-là est assez straightforward. Là, je pense que c'est surtout le CFA Institute, c'est eux qui font l'examen, donc c'est sûr que les examens pratiques de CFA Institute vont être peut-être les plus pertinents. Mais c'est sûr que d'utiliser d'autres ressources pour aller en avoir plus, je vous le suggère à tous et chacune. Puis, j'avais le goût d'ajouter quelque chose sur la question avant, sur le 2 également. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de matière, donc c'est important de prioriser quand même. Vous n'allez pas pouvoir être des experts de chacun des topics. Donc, il y a deux choses que vous pouvez faire. C'est soit d'aller voir lesquels l'examen priorise. Donc, exemple, dans le 2, je pense qu'il y a un gros pourcentage qui est attribué à Equity. Donc, d'être super bon en equity, c'est très pertinent pour cet examen-là. Mais vous connaissez vos forces et faiblesses en même temps. Donc, moi, je faisais de l'évaluation d'entreprise. Equity, c'était plus facile pour moi. Donc, j'allais focuser sur d'autres topics qui m'étaient moins faciles. Donc, allez cibler vos faiblesses puis attaquer celles-ci. Puis c'est comme ça que je trouve que vous allez avoir de meilleure connaissance de tout le curriculum. Autant pour le 2, le 3 puis le 1, mais le 2, il y a vraiment beaucoup de stock dans l'examen. Merci, William. En parlant de mock, la prochaine question, c'est aussi à propos de mock. Et la personne
demande how many mocks did you each do? 3, 5? Elias? Je l'avais évoqué dans une de mes réponses. C'est un peu gênant. J'en ai fait, je pense, 2 mock exams pour le premier niveau, mais 0 pour les 2 autres. Je l'ai regretté pour le niveau 3. À ne pas faire. Au contraire, il faut se pratiquer sur comment répondre aux questions à développement. Vraiment, quand j'étais en train de taper mes réponses, je me rendais compte que j'étais pas prêt du tout en termes de gestion de temps. Puis c'est comme si je commençais à réaliser quelque chose de nouveau, mais c'était assez évident dès le départ. Donc je dirais 0, c'est gênant, mais oui, c'est important pour le niveau 3. Ça prouve qu'il y a plus qu'une façon de réussir l'examen, je pense. Parce que pas sûr que c'est la méthode que j'utiliserais. Si je pouvais juste ajouter un petit quelque chose, je pense que faut pas rentrer dans les dernières 2 semaines d'études avec un chiffre en tête. Faut que je fasse 5 mocks. Je pense que c'est un processus. Si tu en fais 1, 2, puis tu as 90%, bien évidemment, tu vas pas en faire 5. Puis, à l'inverse aussi, si tu en fais plusieurs, puis tu es dans les 50, 60, tu vas devoir peut-être en faire plus. Fait que c'est un processus qui te dit où c'est que tu es rendu dans ton étude, puis dépendamment de comment tu réagis, puis comment tu scores en chacun, tu peux ajuster ton étude. Merci, Samuel. We have another question which is related to how long before the exam were you done covering all the topics? And how many weeks did you give yourself to practice and to review? I can take this one, maybe. I think the average is to make sure you've done with all the materials a month before. And I think that's really something you should aim to do, because you need time. Because once you went through everything, you need to review everything, and then you need to practice the mock exam. Again, it will depend on, as Samuel was saying, the level of success you have with mock. So some people might need to do more mock exam. But I would say like a month for finalizing your preparation and reviewing everything is not too much. Thank you, Jeanne. Maybe I could add something about this. I usually gave 2 months in advance, and that's because I always gave myself at least 8 months of preparation. So I had 6 months to prepare, and then I had those 2 months just to practice. And I think one thing that applies to all of the levels is practicing, and we heard it throughout the session today. So if you want to increase the chances of passing the exam, you really have to take the time to practice as much as you can. So I gave myself 2 months to review and to practice everything. So the next question, donc ma prochaine question, c'est à propos de ok, attendez juste un moment. Ok, donc Kaplan, ils disent que commencer 3 mois en avance, c'est pas assez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Je peux prendre cette question, vu que je suis expert dans le domaine. Je dirais 3 mois, c'est assez, c'est suffisamment. Dans mon cas, par exemple, pour le 3, ça m'a pris 1 mois d'études. Mais comme j'ai dit, je prends beaucoup de jours où je me consacre à 100%. Donc, c'est vraiment des longues, grosses journées d'études qui sont très stressantes. Puis, c'est dur pour le mental. Je le conseille pas, mais je dis que si tu te trouves dans une situation où tu n'as pas étudié ou préparé ton examen et il te reste juste 2 mois, 1 mois ou 2 mois ou même 2 semaines, il ne faut pas abandonner, il faut juste commencer. C'est dans tous les cas mieux que d'aller sans rien en tête. J'ajouterais peut-être quelque chose, Urmi. Là, on parlait de marathon tout à l'heure. Si je vous disais que vous alliez à faire un marathon dans 6 mois, est-ce que vous voulez commencer à courir demain matin ou dans 3 mois? Moi, c'est un peu ça mon approche. Là. Je commence à courir demain matin. C'est un peu ça que ça a été ma préparation moi, pour l'examen. Mais Elias, c'est pas contre ta méthode. Je comprends qu'il y a plusieurs façons de s'y rendre. Je veux juste exprimer qu'il y a plusieurs façons de approcher l'examen. Je suis tout à fait d'accord avec toi, William. Pour moi, honnêtement, mon expérience, c'est pas
juste avec le CFA, c'est que j'avais pris énormément d'examens en même temps. Puis j'avais le FRF, le KIA, etc. Et j'en faisais comme 4 examens par année. J'avais même pas le temps de vouloir préparer. Donc, j'avais comme 2 mois maximum de préparation. Puis juste la sortie, je respecte beaucoup le point aussi de William qu'il faut dire prendre des jours off après l'examen parce que le down qui arrive psychologique après la chute en fait du stress après une journée d'examen peut tellement être grande que ça peut entraîner à des dépressions, des choses comme ça. Donc, c'est important d'avoir une balance tout le long du parcours. Puis, tout ça, c'est vraiment pour un équilibre mental qui est très important en fait pour la vie en général. Merci, Elias. Next question is about failing the exam. Did your study plan change after failing one exam? What do you suggest for candidates that failed once or even twice? Did your study plan change, and did you only tackle problems and no reading? Maybe I can answer that. Go ahead. Yes, I had failed the level 2 at the first attempt. So I think it's for sure important to try to think about the reason why you fail, and try to improve your routine maybe, or start studying a bit earlier. But I mean, it's really important to keep the motivation and keep going. That's the most important thing. So if you fail the exam, that's not, a big deal. You're going to have more chance to continue, and you just, to pass it, and you just need to continue, keep going, and maybe try to do a few adjustments, but don't give up. It's very rewarding to finish these exams. Thank you, Jeanne. And if I could add something for people who failed the exam, I think it's, yes, you need to go back to your motivation and you need to go back to your why. But what's more important is that you need to be tenacious and you need to be resilient. And that is what will help you to succeed. It doesn't matter how many times you fall. It's about how many times you get up and go back to complete this. So it's very important that you are very tenacious and very resilient while you're doing while you're doing the exams. So we have still a couple of minutes, and there are a lot of questions. My next question is about how the CFA has helped you with your career. So what are the biggest pros that the CFA designation have brought to your careers? Do I have anyone who would like to add something? Maybe I can add something on that. So for me, I think doing the exam was the opportunity after that to be in a more client-facing position. So of course, it helped me a lot in that sense, because it helps with your credibility in the industry. So I think it, for me, was very important. Thank you, Jeanne. I have another question about practicing. Someone is asking, is it enough to do the problems from the CFA website, or should we also do other practice exams and target high scores in the practice exams as well? So if I understood correctly, someone wants to know if the problems from the CFA website are enough or not, and if they should do other practice problems. Do I have anyone? Selon moi, il y en a assez. De ce que je me souviens, il y avait 2000 questions pratiques par examen. Si tu fais un petit calcul, puis ça te prend, disons, 30 secondes à 1 minute répondre chaque question, il y a beaucoup de matériel. Puis aussi, au travers des années, ça a changé. J'ai commencé en 2019, j'ai fait en 2022. Puis au travers de ces années-là, il y a beaucoup plus de ressources qui ont été mises sur le site. Par exemple, il y a des quiz maintenant. Il y a beaucoup plus de mocks. Puis le nombre de questions s'augmente chaque année. Donc, selon moi, il y en a vraiment assez. Mais après ça, est-ce que tu veux choisir un third-party provider pour l'information? Ça, c'est toi. Mais selon moi, il y en a vraiment assez sur le site CFA. Yes. J'ajouterais un truc rapide, c'est que des fois, avec les questions, on se focalise trop sur le score qu'on a eu dans chacun des chapitres, par exemple. Alors qu'à la place de se
focaliser sur le score, peut-être analyser un peu plus en détail les réponses aux questions. Par exemple, est-ce qu'on a on échoue plus les questions expertes et difficiles. Puis la plupart de la majorité de notre score, il vient des questions faciles. Puis ça peut être déjà un red flag quasiment pour l'examen. Donc, essayez d'analyser les réponses que vous avez fournies, puis aussi comment votre score a été généré. Puis essayez bien sûr de focaliser plus sur par exemple, si vous avez eu 70%, focalisez plus sur le 30%. Vous n'avez pas réussi parce que le 70%, vous l'avez déjà dans votre tête. Donc ça, c'est des petites choses très importantes pour venir soutenir un peu je dirais, l'analyse et l'analytique autour de la préparation. Je suis d'accord, Elias. Là, j'ajouterais, moi, que je passais presque autant de temps à réviser mes mock exams qu'à les faire. Parce que une fois que l'examen est fait, ben justement, il faut aller retourner voir, il faut retourner à la table à dessin, puis voir ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est important de bien se réviser. Je suis d'accord avec toi. Merci, William. Il nous reste vraiment 2 minutes, donc j'ai le temps de poser une question. Cette question, c'est concernant la mémorisation. J'ai l'impression que sur le coup, je comprends bien la matière et quand je retourne plus tard, je semble avoir des oublis. Quelle est votre stratégie pour naviguer ces problèmes? Est-ce que j'ai quelqu'un? Elias, est-ce que tu veux répondre à cette question? C'est sûr que la répétition, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup. Donc, le fait de revoir des concepts qu'on avait déjà vus au bachelor ou au master, par exemple, ça va être plus des concepts que nous allons avoir dans notre tête plutôt que d'autres qu'on voit pour la première fois. Moi, je dirais faire des notes, c'était quand même très, très important. C'est une manière de réduire les lectures qui sont des milliers de pages en quelques slides d'une dizaine, voire même une centaine de pages pour tout le curriculum. Et donc, où il y a juste les concepts. Et les concepts qu'il faut savoir pour les questions. Il faut se focaliser beaucoup sur les learning objectives qu'il y a au début de chaque chapitre. C'est très, très, très important. C'est des objectifs d'apprentissage. Quasiment, on est évalué pour ces objectifs-là. Donc, c'est très important que les slides ou les notes qu'on fait à la fin répondent en fait à ce point-là et donc couvrent quasiment tout le nécessaire qui répond aux objectifs d'apprentissage. Puisse les revoir plusieurs fois. Donc, c'est juste qu'à la place de vouloir mémoriser plusieurs pages, on mémorise quelques slides où il y a toute l'information qu'il nous faut. Peut-être juste en quelques secondes, j'ajouterais que comprendre les concepts aide à la mémorisation aussi plutôt que juste essayer de retenir l'information. Pour moi, c'était comme ça, mais c'est sûr qu'il y a un côté mémorisation qu'il va falloir aller retourner voir les chapitres qu'on a vus il y a 2-3 mois. Ça va de soi. Oui. Et moi, si je peux ajouter quelque chose, moi, j'ai révisé chaque jour parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre avec le CFA. Donc, il faut vraiment réviser chaque jour tout ce que vous avez étudié. Donc, maintenant, on a terminé. Je voudrais remercier à tous nos panélistes. C'était vraiment un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Et merci d'avoir partagé vos expériences et vos astuces pour réussir l'examen. Merci également à tous les participants. J'espère que vous avez trouvé cet événement utile et motivant. J'aimerais remercier aussi notre partenaire, la Caisse de dépôt et placement du Québec, ainsi que la collaboration de CFA Québec. Je vous invite à consulter notre site Internet pour notre calendrier événementiel. Notre prochain événement sera le 20 mars 2024 et ce sera la journée découverte Carrière en finance. Vous aurez la chance de discuter avec les détenus de la charte CFA de leur parcours professionnel. Les places sont limitées, donc inscrivez-vous le plus tôt possible. Nous espérons que ce webinaire vous a été bénéfique et merci de prendre le temps de répondre au sondage qui vous sera envoyé sous peu. Bonne chance dans votre étude et vos examens. We hope this event was helpful and please take some time to give us feedback. Merci et bonne journée.